8h13, votre invité Sonia Mabrouk est justement le ministre chargé des Affaires européennes. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Clément Beaune. Bonjour Sonia Mabrouk. Pourquoi êtes-vous dans le déni ? Écoutez, en général, ça n'est pas un de mes défauts, donc j'essaye de regarder les choses avec lucidité, mais vous allez sans doute me dire les choses de manière plus directe, Le j'imagine. résultat de dimanche soir vous a contraint à un énorme bouleversement et pourtant la démission d'Elisabeth Borne est refusée. Et j'ajoute aussi qu'il y a maintenant l'Arlésienne, le serpent de mer du gouvernement d'Union nationale. Mais attendez, regardons la situation justement avec le plus de franchise et de lucidité possible. Parce que je trouve qu'on entend beaucoup de bruit et beaucoup de bêtises. Il y a un résultat qui n'est pas bon dans le sens où nous n'avons pas la majorité absolue. J'aurais souhaité, soutenant le président de la République, soutenant notre gouvernement dont je fais partie, qu'on l'ait. Bon, on ne l'a pas, c'est en effet pas totalement inédit, mais ce n'est pas le résultat qu'on souhaitait. J'entends les autres nous expliquer, les autres forces politiques, j'entends, que c'est notre seule responsabilité, que c'est un drame, et eux-mêmes ne veulent pas rentrer dans un jeu et se comportent comme s'ils étaient majoritaires. Bon, on est, rappelons-le quand même simplement, la première force politique de cette Assemblée. On a plus de 40% des députés. On n'a pas la majorité, dont acte, mais il va bien falloir faire quelque chose. J'entends avec une forme de délectation dire... Mais c'est quoi ce quelque chose ? Est-ce que c'est le serpent de mer, la chimère, le coup politique de l'Union nationale ? Monsieur le ministre, combien de fois dans notre histoire on nous l'a ressorti ? Mais je n'ai pas parlé en ces termes. Ce que je sais simplement, et très lucidement là aussi, c'est qu'il faut une majorité. Parce que j'entends parler d'une France ingouvernable. J'ai entendu des membres de la France insoumise, des membres du Rassemblement national nous dire « la France est ingouvernable, c'est la responsabilité du président, etc. » Mais très bien, mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais alors dites-nous, Soyons. le gouvernement d'Union nationale, est-ce que c'est une vraie piste ? Est-ce qu'elle a été envisagée par le président ? L'Union nationale, c'est pour dire qu'on était comme dans une forme de guerre ou de conflit. Restons calmes. Il y a une Assemblée nationale, les Français ont choisi. C'est comme un vote démocratique. Ils ont une Assemblée nationale, ils ont choisi une Assemblée nationale fragmentée. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ça s'appelle un rassemblement large. Ce qui est clair, c'est qu'au-delà de notre groupe, de nos groupes de la majorité présidentielle sortante, ce qu'on appelle ensemble, je rappelle, c'est quand même 245 députés, c'est pas négligeable, il faut élargir. Mais faisons fi des mots, Union nationale ou Rassemblement. Mais vous imaginez un gouvernement, je ne sais pas, je le dis avec le communiste Fabien Roussel, avec le RN, Louis Alliot, avec maintenant le Macron compatible Éric Woerth. Un tel attelage est-il possible dans notre pays et pourquoi faire ? Mais pardon, mais on raisonne un peu avec des anciens modèles. On commence d'abord par le gouvernement. On parle ici du Parlement. Les gens ont voté pour les législatives. On a souvent dit les enjeux n'ont pas été compris. C'est une formalité. Non. On a bien vu justement que ce n'était pas une formalité. On a cette assemblée fragmentée. Le but, avant de former ou de reformer ou d'ajuster un gouvernement, c'est de savoir s'il a une majorité pour agir. Et là, il y a deux possibilités, ou trois. Il y en a une qui est très simple, c'est le blocage. Bon, je pense qu'on serait collectivement irresponsable de vivre dans un pays où le Parlement ne vote rien. Bon, ce serait impensable, d'où la nécessité d'un rassemblement. Est-ce que ce rassemblement se fait de manière organisée, structurée, avec une forme d'accord de coalition, comme on dit dans d'autres pays européens ? C'est une piste. Ou est-ce que ce Parlement vote au cas par cas ? On a compris les possibilités, mais est-ce que le président de la République est en train de faire des consultations ? Très bien, mais est-ce que la piste du rassemblement, appelé le rassemblement, grande coalition, Union nationale, est bien sur la table ? A-t-elle été proposée notamment à Fabien Roussel hier ? Et est-ce qu'elle le sera aux chefs de parti qui seront reçus également aujourd'hui ? Écoutez, ça c'est le président de la République, je ne suis pas dans ces entretiens qu'il évoque, et il n'a pas fini ses consultations, on verra à l'issue, avec les chefs de parti ou les responsables des forces politiques. Ce que je veux dire pour là aussi être... si je puis dire, raisonnable. L'Union nationale, au sens où tout le monde travaille ensemble, comme s'il n'y avait plus aucun clivage politique dans un Parlement, personnellement, j'y crois peu. Ce qu'il puisse y avoir un rassemblement où il y a des convergences politiques, on ne pense pas tous pareil, mais on peut travailler sur une base ensemble, ça j'y crois, et je pense qu'autour de notre socle central à l'Assemblée, on pourrait avoir, avec des gens qui veulent être constructifs sur la gauche ou sur la droite, un travail collectif. De toute façon, je vais vous dire très simplement, on spécule, mais nous n'avons collectivement pas le choix. Les Français ont voté. Collectif, union, compromis. On vous entend ce matin, Clément Beaune. Voilà autant de mots jusqu'alors totalement étrangers du vocabulaire de la Macronie. Dites-moi, la conversion va être douloureuse pour vous ? Mais d'abord, je crois que c'est pas vrai. Mais je vais vous dire, Sonia Mabrouk, là aussi, pour qu'on ne tourne pas autour du pot, c'est un changement de culture politique française. Vous savez qu'on l'a beaucoup annoncé. Mais peut-être, mais enfin là, il n'y a pas le choix.
C'est intéressant parce que vous êtes le ministre de l'Europe, donc vous avez l'expérience évidemment de ce qui se passe ailleurs. De qui pourrions-nous nous inspirer selon vous ? Vous savez, je regardais, parce que l'histoire politique est toujours instructive, on l'oublie un peu vite, l'intervention du président Mitterrand en 1988, qui dit « Nous avons pour la première fois, c'était pas tout à fait la même situation, une majorité relative de notre pays, et regardez les autres démocraties européennes, elles fonctionnent comme ça, et finalement, on nous les cite souvent en exemple, ça ne marche pas si mal. » Bon. Moi, en effet, je vois d'autres modèles. Je cherche pas à copier des modèles, soyons fiers de nos institutions, mais d'une part, les institutions de la Ve République se sont toujours adaptées. Elles sont très solides, justement parce qu'on a un président qui a des prérogatives importantes. Elles ont permis la cohabitation. Souvenez-vous, là aussi, moi j'étais assez petit, mais enfin on fait de l'histoire politique. Les premières cohabitations, on a dit ça ne tiendra pas. Ça ne marchera pas. Les Français, d'ailleurs, ont aimé souvent ce fonctionnement. Là, d'une autre façon, parce qu'aucune autre force politique n'a eu la majorité, donc c'est pas une cohabitation, les Français ont envoyé un message, je l'ai entendu personnellement dans la campagne, d'équilibre, de coopération, d'apaisement. Travaillons à ça. Quand on regarde ce qui se passe en Allemagne, en Suède, en Espagne, en effet, vous avez souvent les chefs de gouvernement, des gouvernements qui n'ont pas une majorité claire, seule au Parlement. À vous entendre, on dirait que cette conversion, que ce changement de culture politique serait presque naturel, mais jusqu'où iriez-vous, Clément Beaune ? Par exemple, est-ce que des majorités de circonstances peuvent être faites avec le Rassemblement national ? Non. Comment ça, non ? Vous êtes en contradiction avec d'autres ministres et membres de la majorité. Je ne crois pas, mais je vous posez une question, je vous dis très clairement, il ne peut pas y avoir une alliance, même de circonstances, avec le Rassemblement national. Avez-vous écouté Éric Dupond-Moretti il y a quelques jours ? Mais j'ai entendu, je crois qu'il disait qu'il faut avancer ensemble, notamment avec le RN. Oui, pour moi, le ensemble, c'est avec un socle de valeurs communes, un socle de projets communs. C'est pas le grand tout confus. Et je pense qu'avec le Rassemblement national, il n'y a pas ce socle d'idées communes. Moi, j'ai toujours été clair là-dessus. Vous êtes arrivé ce matin dans ce studio en me disant il faut des compromis, il faut travailler avec les autres. Et là, vous me dites ah non, pas avec le Rassemblement national. Sonia Mabrouk, mais changeons tous de lunettes. Vous parliez des exemples européens, je les connais pour un certain nombre. Avoir des coalitions, soit de projets, soit plus stables, ça ne veut pas dire que tout se vaut. Ça ne veut pas dire que tout le monde vote pareil. Le Rassemblement national, moi je respecte, parce que c'est la démocratie, il a 89 députés, dont acte, c'est les Français qu'on choisit là aussi. Ça lui donne un certain nombre de droits. Un député Rassemblement national ne vaut pas plus ou pas moins que moi, élu député dans un autre groupe. En revanche, je dis, nous ne sommes pas d'accord, moi je ne partage pas leur projet politique. Ça veut dire que demain, sur certains sujets, vous ne ferez pas des compromis ou des majorités de circonstances avec le Rassemblement national, compte tenu de ce qu'il représente aujourd'hui. Oui, moi je n'irai pas, je crois que nous n'irons pas chercher un accord politique. Ça a été dit par d'autres que moi, nous n'irons pas chercher un accord politique avec le Rassemblement national. Donc vous restez sur votre ligne, pardonnez-moi, parce que vous-même, je vous ai souvent interrogé, Clément Beaune, vous nous disiez ici à ce micro, le Rassemblement national, c'est l'extrême droite, c'est le péril brun. Je note qu'Éric Dupond-Moretti a totalement changé de sémantique. Bon, j'ai pas dit péril brun, mais j'ai dit oui, c'est l'extrême droite. Moi, j'appelle un chat un chat. J'ai dit que j'avais aucune convergence politique, que je respectais les élus du Rassemblement national parce que ce sont des élus du peuple, comme moi. Pas plus, pas moins. Mais il faut, pour travailler ensemble. Mais aussi, vous avez ce matin le luxe de pouvoir dire cela. Vous êtes en minorité, vous êtes paralysé, vous aurez besoin de majorité de circonstances et vous me dites non, pas le Rassemblement national, s'il vous plaît. J'essaye de vous dire le plus clairement possible la situation de l'Assemblée. Nous avons 40% de députés. C'est pas 50, mais enfin c'est quand même pas mal. Le deuxième groupe, vraisemblablement, il sera à moins de 100 députés. Donc j'entends tout le monde qui explique qu'il veut pas travailler avec les autres et tout le monde est majoritaire, si j'écoute les commentaires depuis, sauf nous. Bon, nous sommes la première force politique de cette Assemblée. Mais vous ne pouvez rien faire sans les autres. Sans certains autres, bien sûr. Donc vous mettez d'abord, c'est-à-dire que pour vous, Clément Beaune, aujourd'hui, le ministre Clément Beaune dit d'abord des alliances de circonstances avec la NUPES, ou les LR plus que le RN. Vous faites une hiérarchie. D'abord, je reprends dans l'ordre. Alliance de circonstances, nous verrons. Le président de la République est en train de consulter. Je ne vais pas me substituer ni au président de la République, ni à la première ministre. Ils essayent de trouver une voie de passage. Est-ce que c'est des accords ad hoc ou est-ce que ce sont des accords plus stables ? Ça, c'est une option qui est encore en discussion à l'heure où nous parlons. Ensuite, avec qui ? Moi, je vous donne mon sentiment. Avec ceux qui partagent le plus. C'est pas nous, puisque par définition, on n'est pas majoritaire. Je pense qu'il y a des gens sur la gauche, vous connaissez ma sensibilité issue de la gauche, et sur la droite républicaine réformatrice, avec lesquels on peut, sur les réformes économiques, sur le budget que nous allons voter... Donc vous tracez encore une fois une sorte de cercle de la raison duquel vous excluez une partie des Français aussi qui ont voté pour le... Non, mais c'est quand même amusant, comme soit on est des majoritaires arrogants, soit il faut absolument, dans un œcuménisme absolu, sans clivage et sans ligne de partage, travailler avec tout le monde indistinctement. Et vous me parliez des exemples européens, regardez ce qui se passe. Quand vous avez en Allemagne un parti qui arrive en tête, il va chercher d'autres partis, pas tous,
Bon, parce qu'il y a des proximités plus ou moins grandes. Plus de proximité, c'est pas un scoop, avec un élu socialiste pro-européen ou quelqu'un qui vient d'une sensibilité proche d'Alain Juppé ou d'Édouard Philippe, qu'avec le Rassemblement national, à l'évidence. Bien, voilà. Et donc c'est comme ça qu'il faut travailler, je crois. Exit Richard Ferrand, KO Christophe Castaner, affaibli Alexis Kohler au château, les hommes du président sont défaits. Que répondez-vous à l'opposition qui dit que le roi est nu et en plus tout seul? Et moi je veux bien qu'on soit humble, il faut l'être, qu'on change notre regard dans une période inédite, mais faisons-le tous et que l'humilité soit une vertu partagée. Les hommes du président, vous citez quelques cas, je connais bien Richard Ferrand, Christophe Castaner, qui ont été de bons élus. Je suis triste personnellement qu'ils ne soient pas élus, mais moi ou d'autres, on a été élus. C'est un signal qui a été donné. Pardon, moi je regarde simplement le message général. On a 245 députés, c'est pas 289 et la majorité absolue, mais c'est beaucoup. Et surtout, ça nous donne la responsabilité d'avancer. Des forces politiques que je respecte parfaitement, mais qui ont beaucoup moins de députés que nous, s'ils nous disent à la fois, vous ne pouvez pas crier victoire, certes, mais on ne veut pas travailler avec vous, je dis simplement, il y a une contradiction. Bien. Et habilement, vous rejetez la responsabilité sur les autres. Je ne rejette pas la responsabilité, je regarde, je vous dis depuis le début, très sincèrement, que j'aurais préféré un autre résultat, que ça n'est pas idéal. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on invente quelque chose de nouveau. Mais si on ne prend pas tous calmement le temps de se dire, le message des Français, c'est sans doute un message qui est adressé à nous tous. D'abord par l'abstention, malheureusement, et aussi par le fait que cette Assemblée est fragmentée. Si les Français avaient adoré les Républicains, avaient plébiscité la NUPES, ils seraient majoritaires dans ce pays. Ça n'est pas le cas. Bien. Donc j'invite les autres aussi à être un peu humbles. Monsieur Mélenchon, qui nous disait qu'il serait Premier ministre, aujourd'hui, il a 110 députés de moins que nous pour toute son alliance et moins de 80 députés à lui tout seul. C'est un fait. Le président s'exprimera-t-il avant de partir sur une tournée, européenne, en tout cas pour le Conseil européen? On va en parler parce que la guerre se poursuit, Clément Beaune, évidemment, sur notre sol. L'Ukraine espère pouvoir candidater à une intégration dans l'Union européenne. Vous avez indiqué, monsieur le ministre, que ce statut de candidat a fait l'objet d'un consensus total des 27. Est-ce que ça veut dire que c'est acquis? Ça n'est pas formellement acquis puisque la décision relève des chefs d'État et de gouvernement qui se réunissent à partir de demain à Bruxelles. Moi, mon rôle de ministre des Affaires européennes, présidence française de l'Union européenne en ce moment, avec les collègues de tous les pays, c'est de préparer cela. Nous avons discuté hier et ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait un consensus exprimé par les différents pays. Il sera confirmé, je pense, demain et vendredi. Ça veut dire concrètement, parce que là aussi il y a parfois de la confusion, que nous reconnaîtrons très vraisemblablement le statut de candidat à l'Ukraine. Mais à quelles conditions? C'est le début d'un processus long de négociation, avec des conditions, vous avez raison de le dire. L'Ukraine et Zelensky doivent-ils, mettre noir sur blanc qu'ils combattent la corruption? Y a-t-il d'autres conditions, comme par exemple des points de perception de l'histoire à clarifier par l'Ukraine, par Zelensky? Tout pays qui rentre dans l'Union européenne doit respecter des exigences extrêmement strictes en termes de lutte contre la corruption, d'état de droit, de pluralisme des médias, de niveau économique, parce que dans l'Union européenne, c'est dans un marché commun, c'est une concurrence qui peut être difficile. Donc c'est pour ça que moi je l'ai dit toujours honnêtement, on me l'a aussi parfois reproché, ça prend longtemps, très longtemps. Ce qu'on ouvre, c'est un processus. Et l'Ukraine ne sera pas demain matin membre de l'Union européenne. Mais les deux conditions que j'ai citées, monsieur le ministre, combattre la corruption et j'insiste sur d'autres points, la perception de l'histoire. Mais c'est vrai pour l'Ukraine et pour tous les pays qui sont candidats aujourd'hui à l'Union européenne. Aussi. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de procédure accélérée et il n'y a pas de passe-droit, si je puis dire. À la fois, c'est un pays qui est sous les bombes, qui est en train de défendre sa souveraineté, et je pense que dire, parce que le peuple ukrainien le souhaite, parce que les dirigeants ukrainiens le demandent, nous voulons rentrer en Union européenne, nous entr'ouvrons cette porte, mais il faudra bien sûr d'abord finir la guerre, reconstruire le pays, se mettre niveau sur un certain nombre d'exigences démocratiques et économiques, ça prendra du temps, mais nous donnons ce signal d'ouverture probablement en fin de semaine. Mais est-ce que les autres peuples en Europe le veulent aussi? Vous dites c'est un consensus des dirigeants, bien, les 27, et puis les peuples. D'abord, Sonia Mabrouk, soyons est-ce qu'on les consulterait une fois? Je vais vous le dire très précisément, les chefs d'État et de gouvernement, ils ont leur légitimité dans chaque pays. C'est pas, ça se fait à ciel ouvert puisqu'on en discute ce matin. Ensuite, c'est un processus long et pour être très clair, oui, c'est d'ailleurs même prévu maintenant par notre Constitution, pour qu'un pays rentre dans l'Union européenne, quel qu'il soit, l'Ukraine ou autre, demain, il faut que tous les pays de l'Union européenne actuels en soient d'accord, à l'unanimité, dont la France. Et en France, ça passe par un vote du Parlement, voire un référendum. Donc bien sûr, les exigences démocratiques de notre pays sont respectées. En conclusion, que répondez-vous à la Russie qui a déclaré que l'Union européenne pourrait disparaître avant que l'Ukraine n'adhère à l'UE? Mais c'est le plus bel hommage. La Russie n'aime pas l'Union européenne. Vous y voyez un hommage, oui. Oui, parce que ça veut dire que parfois nous ne voyons pas la puissance de ce qu'est le projet européen. Quand on voit qu'un pays qui est sous les bombes aujourd'hui,
prend le temps de répondre aux questions de l'Union européenne pour poser une candidature, insister sur ce sujet, ça veut dire que ça a de la valeur, rentrer dans l'Union européenne. Et ça veut dire que la Russie considère qu'il y a un modèle de l'Union européenne, démocratique, libre, ouvert, qui n'est pas celui de M. Poutine. Moi, j'en suis fier. Et ils nous combattent, nous résisterons. Merci Clément Beaune d'avoir été notre invité ce matin. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs. Merci à vous. Clément Beaune. Merci Sonia Mabrouk. Alors,